d'aujourd'hui. Pour les questions techniques, vous pouvez les poser séparément et surtout faire référence aux webinaires qui ont déjà été enregistrés. Un autre point important, ce webinaire aujourd'hui, comme les autres, est enregistré. D'ailleurs, l'enregistrement vient de commencer. Donc, comme je viens de le dire, beaucoup de ressources encore sur le site internet. Donc, n'hésitez pas à aller voir les anciens webinaires. Les diapositives des anciens webinaires seront là. Et les diapositives et l'enregistrement du webinaire d'aujourd'hui seront aussi mis à disposition sur le site internet aujourd'hui, immédiatement après cette session. Donc, vous aurez toutes ces ressources disponibles. Sachez que le webinaire en anglais sur la même thématique a lieu au même moment. Malheureusement, nous avons dû faire les deux en même temps, mais celui-ci est également enregistré. Donc, si vous voulez y faire référence plus tard, vous pourrez tout simplement aller le voir sur le site. Donc, voilà pour un petit peu comment la session va se passer, les éléments un petit peu de housekeeping. Alors maintenant, j'aimerais parler de présenter peut-être rapidement qui va faire les présentations. Moi, je suis Emmanuelle Bernard, chargée de programme au Fonds pour la consolidation de la paix. Je m'occupe notamment de l'Afrique centrale, l'Afrique australe et l'Afrique des Grands Lacs. Et aujourd'hui, avec moi, pour les présentations, nous allons avoir Anya Azarieva-Valente de l'UNICEF, qui va nous assister pour les diapos, notamment préparées par l'UNICEF. Je vais lui passer la parole sous peu. Nous avons aussi Annalena Schluchter, qui est aussi dans le bureau du PBSO et qui sera avec nous aujourd'hui pour aider à monitorer le chat, pour répondre aux questions, etc. Et nous avons aussi nous aurons aussi de ONU Femmes, Germán Vega Cortés qui va nous rejoindre bientôt. Il est actuellement dans le webinaire en anglais. Il nous rejoindra un peu plus tard pour sa présentation ONU Femmes sur la santé mentale, le bien-être psychosocial et le lien avec le genre. Et nous avons 2 personnes ressources avec nous également qui connaissent le GYPI extrêmement bien, qui connaissent le PBF extrêmement bien. Donc, il s'agit de Cécile Mazzacorati du FNUAP, de UNFPA. Et nous avons aussi Marie Doucet d'ONU Femmes. Donc, laissez-moi passer la parole rapidement d'abord à Annalena pour qu'elle se présente. Et alors, dernière chose avant de passer la parole, sachez que pour des raisons de connexion, nous n'allons pas utiliser la vidéo pendant le webinaire et nous vous encourageons tous à ne pas mettre votre vidéo parce qu'on ne pourra pas vous voir. Moi, je vais mettre la mienne juste pour me présenter, pour que vous sachiez un petit peu, vous ayez une idée de qui vous parle. Et la voici. Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous me voyez. Et je vais maintenant passer la parole à Annalena pour qu'elle se présente rapidement. Ensuite, on en rentrera dans le vif du sujet. Merci Emmanuel. Donc, bonjour à tous et à toutes. Je travaille avec Emmanuel au Fonds pour la consolidation de la paix. Ravie d'être avec vous aujourd'hui. Comme Emmanuel l'a dit, moi je m'occupe un peu du chat. Donc, juste un petit rappel de poser vos questions dans le chat et nous essayons de répondre aux questions pendant la présentation. Et après, on va aussi sélectionner quelques questions pour la session à la fin, les questions et les réponses pour avoir une vraie discussion. Merci. Merci Annalena. Anya, are you with us? Es-tu avec nous? Alors, peut-être pas encore. Donc, je vais passer la parole à l'une de nos personnes ressources, Marie Doucet, qui je vois est avec nous, d'ONU Femmes. Donc, Marie n'est peut-être pas là, je l'ai vue à l'instant, mais bon, on verra tout à l'heure. Et alors, Cécile, de UNFPA. Et alors, c'est peut-être que les micros des noms de ceux qui ne présentent pas n'est pas activé, parce que je n'entends pas Cécile parler. Et j'ai l'impression qu'elle a sa caméra allumée et qu'elle tente de parler.
Voilà, donc elle ne peut pas s'exprimer. Très bien. Donc, ça va un petit peu compliquer les choses pour la participation. On va essayer de régler ça à un niveau technique séparément. Mais en attendant, on va rentrer dans le vif de la présentation. Alors, j'enlève la caméra. Donc, voilà, bienvenue au webinaire. Donc, comme je le disais tout à l'heure, nous allons parler aujourd'hui. Alors, le son ne marche pas. Je vois dans le chat, effectivement, Cécile le dit. Donc, nous allons essayer de régler ça, Cécile, et on reviendra vers toi tout Ok, à l'heure. mais je crois que ça marche maintenant. Ah, ça y est, ça marche Ah, voilà, maintenant. parfait. Ok, Ah, c'était super. juste pour dire bonjour et pour dire que ça marchait. Merci, Emmanuel. Juste très brièvement, je suis Cécile Mazzacurati avec UNFPA et donc ici en soutien pour ce webinaire. Merci. Parfait, parfait. Et Marie Doucet? Non, pour Marie, ça ne marche pas. Donc, rentrons dans le vif du sujet parce qu'il est déjà 8h05, 8h10 même. Alors, aujourd'hui, nous allons parler, comme je disais dans la présentation, du GYPI 2021. On va faire un bref rappel du cadre de cette année, de l'appel de cette année, des cadres pertinents, les résolutions femmes, paix et sécurité, la résolution est suivante, jeunes, paix et sécurité. On parlera ensuite de vraiment la santé mentale et le bien-être psychosocial. Qu'est-ce qu'on entend par là? Notamment dans cet appel, le lien avec la consolidation de la paix. Et nous allons vous donner quelques idées et discuter un petit peu des points d'entrée programmatiques dont nous, on a l'expérience au PBF sur des projets qu'on a approuvés et qui sont en cours. Et vous aurez aussi une présentation un petit peu plus sur la thématique et la substance de la thématique grâce à UN Women, grâce à ONU Femmes et à UNICEF. Alors, pour commencer, donc, un rappel sur le focus thématique de cette année. Donc, le GYPI 2021 est axé sur l'idée de promouvoir la participation significative des femmes et des jeunes à la consolidation de la paix au niveau local. Et donc, par niveau local, on entend les efforts qui se passent au niveau de la communauté et au niveau sous-national, donc tout ce qui est pas l'État central. Donc, on parle en général du niveau de la commune, de la municipalité, au niveau provincial, au niveau départemental, selon les contextes, ça change un peu, au niveau ce qu'on appelle régional dans certains contextes, à l'intérieur du pays, mais vraiment le plus proche de la communauté possible. Les propositions, on a 2 sous-thématiques dans ce domaine cette année. Donc, comme vous le savez, la promotion et protection des espaces civiques, avec un axe vraiment, un angle propriété foncière, population autochtone, les questions environnementales qui nous paraissaient particulièrement importantes pour cet appel. Et la deuxième sous-thématique dont nous parlons aujourd'hui, qui est la promotion et le renforcement de la santé mentale et du bien-être psychosocial des femmes et des jeunes dans le cadre des processus de consolidation de la paix. Alors, nous allons en parler plus longuement aujourd'hui. Donc, un bref rappel des cadres femmes, paix et sécurité, jeunes, paix et sécurité. On ne va pas s'y attarder longuement parce qu'on en a déjà parlé maintes fois, il y a des références sur notre site, mais on a évidemment la résolution 1325 et suivante sur les femmes, paix et sécurité. Le rappel des messages clés, pourquoi on parle de ces cadres à chaque fois dans le GYPI? Parce que c'est pour informer la manière dont vous préparez les propositions de projet. Donc, des propositions de projet axées sur le genre et sur le jeune. Pour la question du genre, il ne s'agit pas de mettre les femmes partout dans le projet. Le genre n'équivaut pas aux femmes. Il s'agit de l'égalité genre, de l'égalité entre hommes et femmes. Et il s'agit des relations de pouvoir entre hommes et femmes. Donc, il ne s'agit pas juste d'avoir comme cible beaucoup de femmes dans le projet pour que ce soit un projet qui rentre dans la ligne, dans l'idée de la résolution 1325. Il faut plus que ça. Il faut que les propositions prennent en compte l'impact différent des conflits et le rôle différent dans la consolidation de la paix des personnes de sexe différents. Donc, les femmes et les hommes ne sont pas affectés de la même manière, souvent n'ont pas exactement le même rôle et il n'y a pas les mêmes conséquences pour eux. Donc, que les propositions prennent ça en compte, l'expliquent clairement et que cela guide la manière dont les interventions sont préparées.
et que les femmes ne doivent pas être simplement considérées comme des victimes passives, mais il y a une agence, un rôle, un potentiel de consolidation de la paix. Et ça, c'est ce que nous cherchons à activer vraiment à travers nos financements. Donc, c'est ce que nous voulons voir dans les propositions. Pas juste les femmes victimes, mais aussi quel rôle, en tant qu'agent de paix, en tant qu'agent pour la consolidation de la paix, elles peuvent jouer. Pour le cadre de référence jeunes, paix et sécurité, pareil, quelques rappels brefs. Les jeunes, il ne s'agit pas dans les propositions d'avoir juste les jeunes, en tant que ceux qui font la violence. C'est aller au-delà de ça. Les jeunes, les hommes et femmes sont aussi victimes. Participent aux conflits, sont aussi victimes, sont affectés différemment par les conflits. La grande majorité des jeunes et des jeunes femmes et hommes sont pacifiques. C'est pas nécessairement là que se trouve uniquement le réservoir de la violence. C'est plus complexe que ça. C'est pas nécessairement juste chez les jeunes. Et lorsque les investissements sont faits pour soutenir la résilience des jeunes en particulier et leur contribution à la consolidation de la paix, on sait que les sociétés récoltent un dividende de la paix bien supérieur et bien plus durable quand les jeunes sont impliqués dans ce processus. Donc voilà pour les rappels des messages clés, des critères clés un petit peu liés, mis en place par ces résolutions. Donc pour entrer dans le vif du sujet sur la santé mentale et la consolidation de la paix. Alors là, je vais présenter les diapositives préparées par l'UNICEF. Donc moi, je suis encore une fois chargée de programme au PBSO, mais l'UNICEF nous a fait une présentation. Nous avons Anya comme personne ressource ici, vers qui je pourrais me tourner, Anya de l'UNICEF, mais je vais lancer la présentation d'abord. Donc, le lien entre la consolidation de la paix et la santé mentale et le bien-être psychosocial n'est pas nouveau. C'est quelque chose qu'on connaît de façon intuitive et même au niveau policy depuis longtemps. On sait que la violence a un impact important sur les individus et les communautés au niveau de leur santé mentale et de leur bien-être psychosocial. Donc, c'est là que se rejoint le concept, la notion de santé mentale et de consolidation de la paix et la notion de santé mentale et de bien-être psychosocial et la notion de consolidation de la paix. Pour rappel, qu'est-ce que la santé mentale? L'OMS, l'Organisation mondiale pour la santé, définit cela comme un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès et de manière productive et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté. Donc, il s'agit d'un état de bien-être. La définition est assez large et on va voir d'un peu plus près tout à l'heure, du coup, en termes de point d'entrée programmatique, qu'est-ce que ça veut dire. Alors, de quoi on parle? De quoi on a l'habitude de parler quand on parle d'appui à la santé mentale et au bien-être psychosocial? On parle de type d'intervention, de type de soutien, de plusieurs types de soutien. C'est assez large, on parle de tout soutien endogène ou exogène, donc qui vient de l'intérieur ou de l'extérieur, qui vise à protéger ou promouvoir le bien-être psychosocial ou qui vise à prévenir et à traiter les troubles psychologiques. Donc c'est assez large. Et il s'agit d'un travail qui peut se faire au niveau social, au niveau de la communauté. Donc dans les relations de la communauté, les relations interpersonnelles, les relations intracommunautaires, où il peut s'agir aussi d'un soutien en termes de services psychologiques ou psychiatriques, donc d'aide vraiment santé mentale dans le sens presque médical du terme, mais pas que. Il s'agit aussi du travail qu'on fait pour renforcer les liens entre les individus d'une communauté, au sein de la communauté et au-delà. Donc, ce soutien peut prendre la forme de façon classique, pas uniquement, mais voici quelques exemples principaux. Ce soutien peut prendre la forme de, donc, comme je viens de le dire, de la promotion des liens et des systèmes de soutien familiaux ou communautaires, donc au sein de la famille interpersonnelle, au sein de la communauté proche et plus large, hein, entre voisins, dans un village ou bien de façon plus large dans une ville.
Il peut prendre la forme de l'intégration des considérations psychosociales dans les services de base, donc c'est-à-dire quand on va donner des services de base à la communauté, accès à la santé, accès à l'eau, accès à l'éducation, de prendre en compte les considérations psychosociales. Donc c'est un peu l'intégration de la santé mentale et du bien-être psychosocial dans d'autres services de base. Et il peut prendre la forme de, comme on vient d'en parler, l'offre et l'accès aux services médicaux de santé mentale, au soutien vraiment psychologique. Donc, un rappel aussi que la santé mentale, quand on parle de santé mentale, il faut voir ça comme un continuum. Donc, on a parlé de promouvoir, de soutenir, etc. Donc, on parle, quand vous voyez sur la diapo, il y a une flèche qui va dans les deux sens. Donc, quand on part du centre, on parle de voilà, détresse psychologique et surtout quand on parle des effets de la violence ou des communautés qui ont été exposées à la violence liée au conflit armé ou autre depuis des années. On parle au niveau de l'individu, au niveau du groupe, de détresse psychologique. On parle voilà, l'état de bien-être, c'est la santé mentale positive qu'il faut promouvoir, la résilience, la stabilité à ce niveau-là. On parle de détresse psychologique qu'il faut prévenir. On parle, quand il s'agit déjà de maladies mentales établies, d'essayer de promouvoir, de permettre la rémission. Et quand on parle d'handicap plus lourd, on parle de réhabilitation. Et l'UNICEF pourra revenir là-dessus avec plus de détails, peut-être s'il y a des questions spécifiques. Un rappel que quand on parle de santé mentale et bien-être psychologique et de consolidation de la paix, il faut travailler à tous les niveaux. Donc, on a parlé d'offres et de services en santé mentale et bien-être psychosocial tout à l'heure, par exemple. Donc, si ces services sont offerts à un ou plusieurs individus, c'est très bien, mais nous, pour la consolidation de la paix, il faut voir à quel niveau l'impact va pouvoir être plus large que l'individu. Donc, on va chercher dans les projets avec une composante MHPSS pour utiliser l'acronyme anglophone de santé mentale et bien-être psychosocial. Ces projets-là doivent avoir pour objectif, doivent permettre un changement à l'échelle de l'individu, mais aussi un changement à l'échelle du groupe, à l'échelle sociale. Donc ça, pour les projets, on ne veut pas voir tout simplement, voilà, un soutien psychosocial accordé, donné, permis à 150 personnes. Il faut qu'on comprenne quel est le changement, l'impact au niveau du groupe, au-delà de ces 150 individus. Quel sera l'impact au niveau du groupe, de leur relation entre eux, de la communauté plus largement. Donc, quand vous voyez la pyramide un petit peu, on voit le niveau individuel et on voit qu'il faut un changement au niveau de la communauté, on parle souvent de la cohésion sociale horizontale, et permettre la cohésion sociale verticale. C'est même au niveau du rapport entre les communautés et les institutions nationales, entre les communautés et l'État. On sait que la santé mentale et le bien-être psychosocial a un effet direct sur le degré de confiance, sur la cohésion sociale intracommunautaire, mais aussi sur le degré de confiance que les communautés peuvent avoir avec leurs leaders ou avec l'État. Pour continuer, donc santé mentale et bien-être psychosocial dans la consolidation de la paix, on a parlé des concepts généraux. Là, pour parler plus en détail, donc une minute. Donc, on parle pour résumer en fait, donc on sait que le conflit, et donc ça, c'est les points clés à tenir en compte quand vous préparez vos propositions pour cet appel. Le conflit affecte la santé mentale et le bien-être psychologique et social des individus, leur cohésion, leur confiance en leur communauté, en leurs leaders et leurs institutions. On vient d'en parler, mais c'est un rappel pour que dans vos projets, ce soit l'approche, c'est l'une des approches que vous pouvez prendre. Pourquoi faire un projet avec cet angle santé mentale et bien-être psychosocial dans le cadre d'un appel sur la consolidation de la paix? Parce qu'on sait que le conflit affecte la santé mentale et vice-versa, et que ça affaiblit la résilience des individus et des communautés. Il faut savoir, on doit se rappeler que ignorer les facteurs psychosociaux et leur dynamique pose un risque pour l'efficacité et la durabilité des efforts de consolidation de la paix.
Donc, on a parlé tout à l'heure de l'importance d'intégrer les considérations des facteurs psychosociaux dans l'approvisionnement de services, par exemple. Mais plus largement, quand on parle consolidation de la paix, il faut tenir compte de ces dynamiques pour renforcer l'efficacité du projet, pour permettre plus d'impact et augmenter les chances de durabilité de l'intervention. Ce qui est important aussi, c'est, donc on vient d'en parler, la dynamique psychosociale est importante à prendre en compte généralement dans les interventions de consolidation de la paix pour leur efficacité et leur durabilité. Et l'angle psychosocial doit être adapté sur toute la chaîne de développement des propositions. Donc, c'est pas juste on fait une proposition de consolidation de la paix et puis dans les interventions, on va parler de hop, on va mettre ah ben tiens un soutien santé mentale, bien-être psychosocial sur une ou deux des interventions. Non, il faut intégrer cette réflexion dès l'analyse du contexte, dans la formulation des objectifs de la théorie du changement du projet et dans le développement, le design et la planification des interventions. Et ensuite, il faut aider à mesurer, à faire le suivi, à mesurer dans la mise en œuvre et l'évaluation des progrès du projet. Le dernier point sur cette partie de la présentation, c'est le do no harm qu'on a gardé en anglais. Donc, un rappel que sur ces thématiques qui sont quand même particulièrement sensibles de santé mentale et de bien-être psychosocial, il faut faire particulièrement attention à ne pas faire du mal, de ne pas avoir un effet contraire à celui espéré. Et donc pour cela, il est important d'autant plus dans ces projets-là que les interventions, que le design du projet de l'intervention soit dirigé, mené, préparé par la communauté. Donc ce soit vraiment qu'il y ait une appropriation réelle et qu'il y ait une approche bottom-up le plus possible pour que les interventions soient bien conçues dans un cadre aussi sensible. Il faut garder en tête les considérations éthiques. Il y a des notions de confidentialité, de sensibilité particulière à prendre en compte quand on parle de la santé quand même mentale des individus et des communautés. Il faut s'assurer que les services et les interventions soient faites avec des équipes qui ont une formation et qui sont supervisées de façon avec, voilà, il faut que la qualité des formations et de la supervision, c'est important puisque, encore une fois, il y a un risque de créer des dommages si on ne fait pas les choses, de façon adéquate sur un sujet aussi sensible. Et à tenir en compte, c'est le lien avec les systèmes de référence plus larges. Et par là, on entend, par exemple, dans certains pays, il n'y a pas vraiment d'infrastructure de soutien à la santé mentale, mais dès que possible, il faut au contraire, il faut justement, que les interventions au niveau d'un projet fassent le lien avec les systèmes plus larges de référence en santé mentale, soutien psychosocial. Que ce soit les services médicaux, que ce soit les services de soutien aux violences sexuelles basées sur le genre, mais il y a tout un système de référence à vraiment prendre en compte et s'assurer que les liens sont faits à ce niveau-là. Quelques considérations pour la suite. Donc on en a parlé, donc ça c'est vraiment pour conclure et pour rappeler ce qu'il faut garder en tête pour la suite. La conciliation de la paix et la santé mentale et psychosociale, quand on regarde les définitions, c'est un même objectif, de restaurer les relations et le tissu social qui unit et soutient les gens dans leur communauté, et de façon à, évidemment, aider à briser le cycle de la violence et à construire une paix durable. À garder en tête qu'il y a beaucoup d'efforts à faire encore pour renforcer les capacités et assurer des dialogues structurés, interdisciplinaires et fréquents, notamment pour les professionnels et les praticiens dans cette thématique, pour encourager l'apprentissage. C'est encore, bien que c'est pas nouveau, il y a encore beaucoup d'efforts à faire pour renforcer la manière dont on met en place des projets, consolidation de la paix et santé mentale. Donc il y a beaucoup d'apprentissage à faire, il faut des dialogues réguliers, il faut des leçons apprises régulièrement
Et comme c'est une thématique interdisciplinaire, c'est aussi pour ça que le dialogue est nécessaire. Donc entre des praticiens de la santé mentale au niveau médical, des praticiens du soutien, l'appui dans le cadre de réponses humanitaires, pour les praticiens de consolidation de la paix, c'est vraiment, il y a beaucoup d'échanges à continuer à faire pour qu'on puisse apprendre les uns des autres et faire des projets qui ont une approche holistique et plus efficace sur ce niveau, sur cette thématique. Et pour conclure, il ne peut pas y avoir de paix durable sans bien-être mental et psychosocial des individus et des communautés. Donc ce qu'on peut faire là, peut-être, c'est voir, pendant peut-être que d'autres questions se posent dans le chat, voir si UNICEF a des choses à rajouter, et je pense spécifiquement à Anya, qui j'espère nous a rejoint et peut s'exprimer. Anya, would you have anything to add, and are you able to speak, to use your mic? Bonjour à tous, vous m'entendez bien? Oui, c'est parfait, on t'entend bien. Ok, c'est parfait. Merci, Emmanuel. Et je crois que tu as tout bien couvert ici. Et peut-être juste pour ajouter une ou deux idées. Un, c'est pratiquement sur les acteurs, n'est-ce pas? À niveau des pays, à niveau des communautés, il y a plusieurs acteurs qui sont engagés dans le programme ou dans l'appui psychosocial qui parfois ne sont pas normalement engagés dans le processus de consolidation de la paix à niveau local. Donc, on a une grande opportunité ici à niveau des acteurs, des organisations de société civile, des ONG, de groupes de jeunes et groupes communautaires, de travailler plus ensemble. Donc, il y a une opportunité ici de partenariat. Et en fait, une des recommandations clés dans cette task force sur le MHPSS et Peace Building, c'est en fait plus des inversions sur ces formes de partenariat. Je crois que aussi dans le rapport Les absents de la paix, non, sur le jeune paix et sécurité, il y a des observations importantes et pertinentes pour cette discussion qui viennent dans le genre même, n'est-ce pas, qui parle sur le besoin de fournir le programme de santé mentale et bien-être psychosocial inclusif et bien contextualiser les besoins particuliers des groupes différents. Donc, c'est très important. Et aussi prendre en compte les efforts qui sont fournis par les organisations, par les jeunes même. Donc, peut-être à niveau des MHPSS, il y a vraiment beaucoup des acteurs à niveau de société civile qui ne sont pas encore engagés dans la programmation consolidation de la paix. Et peut-être que ça, c'est une opportunité de partenariat. Et aussi, à niveau de contribution à consolidation de la paix, je vraiment veux souligner le point que tu as fait, Emmanuel, sur la possibilité de travailler à plusieurs niveaux d'impact. Et le niveau individuel, c'est absolument important. Et à niveau de s'attaquer le traumatisme et fournir la confiance et la capacité de résilience, mais aussi à niveau horizontal, le programme de MHPSS est fourni par la communauté, non? Ils forment une plateforme essentielle pour ce niveau de collaboration, l'établissement de confiance et la transformation des relations. Donc, on peut voir le service même, mais aussi la fourniture de services comme une plateforme. Et c'est à ce niveau-là, à niveau vertical, la relation entre l'État et la population, c'est la prestation de services de santé mentale et le soutien psychosocial équitable, inclusif et efficace qui peut en fait favoriser la confiance de population à les autorités locales et peut-être nationales. Donc, c'est vraiment une grande opportunité de travailler sur le programme intégré. Peut-être pour donner quelques exemples, parce que ce travail, comme tu as dit, il n'est pas quelque chose de nouveau, même on essaie de le faire de la façon plus
concentré, plus coordonné. Donc, on a plusieurs exemples de cette assistance dans le domaine de l'assistance psychosociale aux survivants de violences basées sur le genre, par exemple. Et peut-être Germain va parler dessus. Et on a expérience que les établissements de cinéma peuvent fournir un rétablissement psychosocial et une certaine restauration de la normalité et l'espoir. Et on a des expériences dans le contexte des engagements et des intégrations sociopolitiques et des jeunes, par exemple, ou même des enfants, et, où le programme efficace normalement comprend une grande variété de méthodes pour aider les jeunes à intégrer la société et notamment en répondant à besoins de santé mentale et de bien-être psychosocial. Donc, je vais arrêter ici, mais je sais que tu as aussi quelques exemples, Emmanuel, où on a déjà vu les expériences d'intégration de l'approche, le lens, je ne sais pas, le lens de Oui, la MHPSS, lentille, la oui. lentille, oui, voilà, la lentille dans le processus de réconciliation, de dialogue à niveau de pays. Donc voilà, je vous remercie. Oui, merci beaucoup, Anya. C'est vraiment très, très utile et j'espère que bon, c'est enregistré, donc les collègues peuvent y retourner plus tard. Mais ce que je retiens vraiment de ce que tu as dit en particulier, c'est l'importance de ces partenariats, de renforcer les nouveaux partenariats entre société civile, professionnels de la santé, avec les jeunes et de vraiment renforcer. Donc, dans les propositions, vraiment, si vous pouvez réfléchir à ça, quels partenariats avec des acteurs différents et divers peuvent être présentés pour ces propositions. Le People Center, d'avoir vraiment l'individu au centre, réfléchir à comment ça affecte les individus, mais aussi travailler donc à ces plusieurs niveaux d'impact que Anya vient de préciser et de répéter. Moi, vraiment, ce que je retiens, c'est l'importance, voilà, de gérer le traumatisme au niveau des individus, mais aussi d'utiliser les plateformes fournies par la communauté qui sont elles-mêmes à la fois un service, mais à la fois une plateforme pour la cohésion sociale. Donc, je voulais juste ressouligner ça parce que j'ai trouvé ça particulièrement utile. Et peut-être que maintenant, à moins que, voilà, peut-être que ce qu'on va faire maintenant, c'est passer à Herman qui, je vois, nous a rejoint pour une section de la présentation vraiment sur l'angle santé mentale, soutien psychosocial, femmes, violences sexuelles et basées sur le genre, justice transitionnelle, où il va pouvoir expliquer un petit peu les concepts et les points d'entrée à ce niveau-là. Et ensuite, on pourra revenir sur des points d'entrée programmatiques avec plus d'exemples et passer aux questions-réponses avec nos personnes ressources. Merci. Herman, je te passe la parole. Merci beaucoup, Emmanuel. Vous m'entendez? C'est bon? Oui, c'est bon. Parfait. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Bon après-midi. Je suis Herman Vega Cortés et je travaille pour ONU Femmes dans l'équipe Femmes, Paix et Sécurité et Action humanitaire au siège. Et je vais vous parler un peu des liens entre l'agenda Femmes, Paix et Sécurité et le travail sur la santé mentale et le soutien psychosocial. Et sur quelques questions peut-être que vous pourriez prendre en compte, considérer au moment d'identifier des interventions sur ce plan de santé mentale et le soutien psychosocial et dans le cadre du JYPI. Donc, tout d'abord, juste pour vous donner un peu de contexte, dans le plan Femmes, Paix et Sécurité, il y a 3 résolutions du Conseil de sécurité qui parlent un peu sur le lien entre l'agenda et la santé mentale. Donc, il y a la résolution 1888 qui engage les États à élargir avec le soutien de la communauté internationale l'accès aux services de soins de santé, de soutien psychosocial, d'assistance juridique et de réinsertion socio-économique des victimes de la violence sexuelle, surtout en milieu rural. La résolution 2106
qui estime qu'il importe de venir rapidement en aide aux personnes ayant subi des violences sexuelles, invite instamment les entités des Nations Unies et les donateurs à offrir à celles-ci, sans aucune discrimination, une gamme complète de soins de santé, notamment sexuels et procréatifs, un soutien psychosocial, une aide juridictionnelle et des moyens de subsistance. Et la résolution 2467 qui affirme que les victimes de violences sexuelles doivent avoir accès à des programmes nationaux de secours et de réparation, ainsi qu'à des soins de santé, des soins psychosociaux, des abrissures, un soutien aux moyens de subsistance et une aide juridique. Et avec ça, je vais passer, vous parler, next, suivant, s'il vous plaît. Et voilà. Et ici, on peut voir, disons, trois axes sur lesquels on peut, disons, trois points d'entrée et qui, sur le plan fin paix sécurité et santé mentale et soutien psychosocial. Donc, cette première axe, c'est la santé mentale et le soutien psychosocial pour prévenir, atténuer et répondre aux violences sexuelles et basées sur le genre ou les violences sexistes. Comme vous l'avez vu, ces trois résolutions dont je viens de parler se focalisent beaucoup sur les survivants et survivantes des violences sexuelles. Et c'est un peu ça, dans le cadre de l'agenda fin paix sécurité, c'est un peu l'axe sur lequel la santé mentale revient plus fréquemment. Donc, ce deuxième axe, c'est la santé mentale et le soutien psychosocial comme forme de justice transitionnelle pour les survivantes des violences sexuelles et basées sur le genre. Et une troisième axe, c'est la santé mentale et le soutien psychosocial pour faciliter la participation effective des survivantes et les consolidatrices de la paix. Mais donc, même avant d'aller sur ces trois axes, je voudrais vous parler un peu des considérations qu'il faut prendre en compte même avant. Et next. Donc, la première étape vraiment, c'est de faire une analyse du contexte de la santé mentale. Et vas-y, quelques questions à considérer. Une première question, et tout ça nous amènerait à identifier, disons, les possibilités d'intégrer la santé mentale et le soutien psychosocial dans le programme JYPI. Donc, une première question, c'est quels sont les défis et les vulnérabilités en matière de santé mentale auxquels sont confrontés les individus qui participeront à votre projet? Il faut bien sûr tenir compte des vulnérabilités intersectionnelles des survivantes et qui auront bien sûr des différents backgrounds. Donc, désolé, je vous balance l'anglais. Une deuxième question, c'est quels sont les problèmes de santé mentale et les défis auxquels sont confrontées les familles et les communautés des participants. Et ici, il faut vraiment prendre en compte que les problèmes de santé mentale se trouvent pas seulement au niveau individuel, mais il y a aussi des problèmes de santé mentale qui sont plus, disons, collectifs. Dans des contextes de crise, dans des contextes de guerre, il y a eu des traumatismes qui ont pu créer des problèmes de santé mentale collectifs. Et ça, il faut prendre en compte au moment d'identifier ces points d'intervention. Pardon. Et une troisième question, c'est le projet peut-il atténuer le risque potentiel d'un nouveau traumatisme de santé mentale pour les participants, les familles, les communautés? Et là, on revient sur le do no harm. Et bien sûr, bon, après une analyse
minutieux de ce contexte de santé mentale, il faut toujours disons, faire ce suivi, le monitoring de ce contexte de santé mentale tout au long du cycle du projet. Et voilà, donc là, on passe à cette première axe de soutien et de santé mentale, de soutien psychosocial. Et on y a avec la prévention, l'atténuation et la réponse par rapport aux violences sexuelles. Et là, disons, la première question qu'il faut prendre en compte, c'est que les problèmes de santé mentale peuvent être à la fois une cause et une conséquence des violences sexuelles. Une cause parce que la détresse émotionnelle, les troubles mentaux courants tels que la dépression, le syndrome de stress post-traumatique, les troubles mentaux graves comme la psychose et l'alcoolisme ou la toxicomanie sont des facteurs qui ont une influence très claire sur l'incidence des violences sexuelles, mais aussi sur la violence en général. Et aussi, ces problèmes peuvent être une conséquence parce que, comme vous le savez bien, les victimes et les survivantes des violences sexuelles signalent souvent des problèmes de santé mentale en raison de la violation elle-même, mais aussi de la stigmatisation sociale qui est associée à cette violence. Donc, une deuxième question à prendre en compte, c'est que les femmes leaders, en particulier les jeunes leaders, peuvent être fortement exposés aux risques de santé mentale liés à leur rôle. Et ça, c'est pas seulement dans des, disons, contextes de crise, mais aussi, disons, le contexte général, c'est les risques auxquels les femmes qui ont des rôles de leadership sont exposées. Donc, les femmes défenseuses des droits de l'homme et artisans de la paix ou disons les constructrices de la paix, les journalistes, les politiciennes, elles sont exposées vraiment souvent et à des risques et qui sont liés au fait qu'elles, disons, elles cassent des normes sociales. Il travaille de longues heures et en train de situations familiales et communautaires qui peuvent amener à ce qu'elle ait des problèmes de santé mentale. Donc ça, il faut prendre en compte dans votre programme. Et finalement, bah, il faut bien sûr considérer que maintenant on vit dans un contexte de pandémie. Donc, et ça a créé vraiment des problèmes de santé mentale communautaires, individuels, et il faut tenir ça en compte dans la programmation. Donc, c'est problèmes de santé mentale qui ont été créés à cause de la pandémie. Et là, ça nous amène au deuxième point, et next, s'il vous plaît. Et c'est que la santé, les interventions de santé mentale et de soutien psychosocial peuvent être une forme de justice transitionnelle pour les survivantes et les survivants de violences sexuelles et basées sur le genre. Rappelons-nous qu'il y a plusieurs formes de justice transitionnelle, parmi elles la vérité, la justice, les réparations et les garanties de non-répétition. Et si on se focalise ici sur les réparations, il y a une forme de réparation parmi d'autres qui est la réhabilitation. Et c'est là qu'on peut encadrer le travail sur la santé mentale parce qu'une forme de réhabilitation est bon, le soutien psychosocial et adressant les problèmes de santé mentale. Mais donc, vous pouvez encadrer vos interventions de santé mentale et soutien psychosocial dans un cadre de justice transitionnelle. Mais pour que ça se fasse dans ce cadre, il faut engager l'État. Il faut pas oublier que les réparations doivent forcément provenir de l'État. Donc, donc, dans ce cas, ce serait juste un soutien. Mais disons, les interventions en matière de santé mentale, soutien psychosocial
et fournis par l'ONU ou d'autres acteurs ne sont pas une réparation. Et ici, bon, il y a une petite, un petit extrait de la note d'orientation du secrétaire général sur les réparations pour les victimes des violences sexuelles commises dans des périodes de conflit. C'est dans nombreux cas, la réhabilitation est une condition nécessaire à la réparation du préjudice subi par les victimes de violences sexuelles, car cela leur permet de bénéficier d'autres formes de réparation comme l'indemnisation, la restitution des mesures donnant la satisfaction. Mais aussi, ça permet de participer aux autres processus disons, de construction de la paix. Et ça nous amène au troisième point, à la troisième axe, disons, du lien entre, next s'il vous plaît, et ce lien entre l'agenda femmes, paix et sécurité et la santé mentale et le soutien psychosocial. Et c'est que cet soutien psychosocial, les interventions sur la santé mentale peuvent faciliter la participation effective, efficace au processus de justice transitionnelle, mais aussi au processus de consolidation de la paix. Et qu'est-ce que, disons, cette note du secrétaire général nous dit, c'est que l'accès à un soutien psychologique et à des soins adéquats ainsi que des services de santé est également nécessaire pour promouvoir la pleine et libre participation des victimes survivantes au processus de justice transitionnelle, mais aussi de construction de la paix, et faire en sorte que ce soit une expérience qui leur est bénéfique et non pas nuisible. Et ici, on revient bien sûr encore sur le do no harm. Et 3 points ici à prendre en compte, c'est que faire des interventions, de se focaliser sur les interventions et des santé mentale et soutien psychosocial dans le cadre de la facilitation de la participation effective au processus de justice transitionnelle et de consolidation de la paix fait partie d'une approche, disons, centrée sur les survivants, qui est très important, et survivante. Ça aussi, ça contribue à éliminer les obstacles à la participation effective des survivantes et réduit le risque de retraumatisation. Encore le do no harm qui est très important. Et bien sûr, dans ce cadre, les interventions sont souvent faites et peuvent être conduites par les institutions de l'État, l'ONU, les associations ou les organisations de la société civile, les organisations des femmes. Et c'est dans ces 3 axes qu'il y a un lien plus clair entre l'agenda femmes, paix et sécurité, les interventions sur la santé mentale et le soutien psychosocial dans le cadre du GYPI. Donc, sur le next slide, la diapositive suivante, je ne vais pas aller dessus, mais vous pouvez ici voir, il y a quelques ressources que vous pouvez utiliser. Je crois que vous aurez accès à cette présentation et vous pourrez trouver des idées programmatiques ici et quand vous aurez l'opportunité d'aller dessus. Bon, merci beaucoup. J'espère que ça a été utile et voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Herman. Merci pour cette excellente présentation. C'était effectivement très utile. Et ta dernière diapo est vraiment pertinente pour nous amener vers le sujet des points d'entrée programmatiques, effectivement. Donc là, sur cette diapo, vous aurez les liens. Donc quand vous aurez accès à l'enregistrement et surtout aux diapositives qui seront mises sur le site Internet, vous verrez que vous pourrez cliquer sur ces différents liens pour avoir accès aux exemples. Et ça va être le cas aussi pour les exemples suivants ici.
que vous voyez sur cette diapo maintenant. Et donc, je vais parler très, très brièvement 2 minutes avant de rentrer dans le question-réponse parce que j'ai vu dans le chat qu'il y a déjà pas mal de questions de substances vraiment intéressantes et comme ça, on pourra passer les dernières 40 minutes de cette session à vraiment échanger là-dessus avec vous grâce à nos personnes ressources. Donc, très rapidement, juste quelques exemples. On a eu de projets qui ont déjà été présentés et approuvés dans le cadre du GYPI, donc à la fois de l'appel YPI sur les jeunes et de l'appel GPI sur les femmes. Quelques exemples de projets qui avaient une composante MHPSS, une composante santé mentale et bien-être psychosocial importante. Et donc, vous verrez à travers ces titres et ces brèves descriptions des projets, des exemples de ce que vous pourriez faire, en sachant que ce qu'on cherche, c'est justement de nouvelles idées et des choses tout à fait adaptées à vos contextes spécifiques. Donc, il ne s'agit pas de reproduire ce qui a déjà été fait, mais plutôt d'avoir quelque chose de nouveau. Mais ça, j'espère, pourra vous servir d'inspiration. Donc, un projet en République centrafricaine sur les alternatives à la violence. Et donc là, c'était un projet qui a vraiment été préparé dans l'idée de renforcer, d'aider les capacités des jeunes à gérer les chocs psychologiques et psychosociaux dus à l'expérience de la violence qu'ils avaient vécu récemment et qui continuent à vivre. Et dans l'optique donc d'aider à travers les jeunes à renforcer la cohésion sociale des communautés et à leur permettre de renforcer leur perspective d'avenir, donc d'avoir de nouvelles opportunités d'engagement au niveau communautaire au lieu de se diriger vers la violence. Donc là, c'est un aspect où le MHPSS est venu vraiment sous l'angle de soutien pour survivre à la violence, se remettre de la violence et d'avoir une alternative à la violence pour l'avenir. Donc ça, c'est un bon exemple. Un autre bon exemple de projet, c'est au Sri Lanka, avec un projet vraiment innovant, avec l'idée de mettre en place, d'aider les jeunes à mettre en place des plateformes digitales pour permettre l'accès aux services de santé mentale et de bien-être psychosocial. Et à travers ces plateformes, donc d'aider l'interaction, le renforcement du tissu social, la cohésion sociale à travers ces plateformes virtuelles notamment, et à aider les jeunes à s'engager plus dans leur communauté. Un troisième exemple, un projet en Somalie, où là vraiment il s'agissait de soutenir les jeunes touchés par le conflit actuel et viser à mettre en place pour la première fois une structure publique institutionnelle de soutien psychologique et de santé mentale pour les jeunes. Et donc, quelqu'un peut poser la question dans le chat. Dans nos communautés, souvent, il n'y a pas beaucoup d'infrastructures existantes. Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau des références? Pour le système de référencement, on va parler plus longuement tout à l'heure. Mais voilà un exemple où là, on a un projet qui visait à aider à mettre en place un système institutionnel dans le pays pour la première fois. Brièvement aussi 2 exemples de GPI, donc de vraiment l'appel genre. Un exemple au Guatemala une thématique dont vient de parler Herman sur le VSBG, les survivantes de violences sexuelles ou basées sur le genre, en particulier les femmes autochtones. Et en leur donnant un soutien, donc une forme de réhabilitation, si on veut, à travers ce soutien psychologique et psychosocial, et en même temps renforcer leur capacité à connaître et avoir accès à leurs droits, à la justice réparatrice et aux soins. Donc en même temps la fourniture de services, donner les services, et en même temps renforcer leur capacité à connaître leurs droits et à y avoir accès de façon plus large. Et renforcer par ce biais aussi leur engagement dans les processus de consolidation de la paix et la prise de décision au niveau local. Et un dernier exemple de projet, il y a eu plus de projets que ça, on a sélectionné quelques exemples pour vous, l'autonomisation des jeunes femmes et des jeunes hommes comme agents de paix au Myanmar, où il s'agissait là aussi de mettre à disposition des services en ligne d'accès de santé mentale. Et d'accès aux prestations de services sociaux, plus généralement. Donc, voilà pour les exemples.
Là, juste une dernière diapo pour vous rappeler où vous pouvez trouver donc sur notre site internet les webinaires enregistrés et des ressources, d'autres ressources quand vous préparez vos projets. Et on va passer là aussi, donc toute la liste de ressources avec les liens. Et on va passer à la section questions-réponses. Et peut-être que pour cela, on peut commencer. Donc, on va avoir jusqu'à la fin, jusqu'à 9h30 pour discuter. J'ai noté déjà quelques questions, mais peut-être que Anna-Lena peut intervenir maintenant et lancer un petit peu le débat en peut-être résumant une ou deux ou trois questions du chat depuis le début de la présentation qui sont particulièrement pertinentes et un peu ouvrir la discussion là-dessus. Super, donc merci beaucoup pour vos questions. Et je pense une question très, très relevante demandée par Marcelin Moulaouko sur les difficultés dans les contextes où bon, il y a carence ou absence des structures de réponse et plus particulièrement pas de structure de santé mentale. Comment on pense on devrait orienter les réflexions sur le système de référencement au niveau le plus supérieur du MSSP. Donc, ça, je trouvais une question très importante. Donc, sur le travail dans un contexte où on est, oui, où il y a une absence des structures de réponse sur la santé mentale. Donc ça, une question très importante. On avait plusieurs questions sur les partenariats avec les acteurs locaux, les organisations locales et le financement. Je pense j'ai essayé de répondre dans le chat, mais juste un rappel que chaque projet doit vraiment allouer au moins 40% du financement aux partenaires nationaux aux locaux de la société civile et on s'intéresse particulièrement sur à des organisations dirigées par des femmes et des jeunes, bien évidemment, vu que c'est l'appel sur les femmes et les jeunes. Donc, j'espère que ça c'est clair. Et ça, les 40%, ça c'est le minimum. Donc, on vous encourage vraiment de travailler étroitement avec les organisations locales. Donc, ça peut être bien plus des 40%. Je ne sais pas si nos experts veulent déjà répondre peut-être à la première question sur la difficulté des systèmes de référencement. Après, je voulais juste aussi peut-être passer une minute sur une question sur la difficulté de préparer des projets sur la justice transitionnelle et un peu les questions comment préparer un tel projet dans un délai de 18 mois, ce qui est court, on sait très bien. Ça, c'était une autre question dans le chat. Peut-être on peut commencer avec ça. Merci Anna-Lena. J'ai envie de me tourner sur la question, l'excellente question sur qu'est-ce qui se passe quand il y a des carences de structure de réponse. Est-ce que Herman, basé sur ta présentation, et je sais ce qu'UNIFEM sait faire dans beaucoup de contextes sur justement fournir des services de référencement aux femmes victimes de violences, ou peut-être UNFPA et UNICEF. Est-ce que quelqu'un veut intervenir là-dessus avec soit une réponse, soit une idée? Non, donc donc je ne vois, oui. Je peux intervenir, juste une petite idée. Merci. Et puis notre expérience. Et bon, c'est clair que c'est un défi quand il n'y a pas des structures, tout un système, disons, de référencement. Et c'est idéal de l'avoir.
et d'avoir des professionnels de la santé dans ce système. Mais parfois, il n'y en a pas et il faut trouver d'autres alternatives. Et ce qu'on a fait, par exemple, dans quelques contextes, on s'est rendu compte que disons, le soutien communautaire, de ouvrir et d'établir des espaces civiques est, est très efficace pour, disons, la gestion de la santé mentale, disons. Donc, pour être plus concret, précis sur ça, disons, des espaces où, je sais pas, les jeunes peuvent aller faire du théâtre, aller juste voir des films, et tout ça, de créer ces réseaux de soutien où les gens se rencontrent pour faire d'autres activités, disons des sports ou d'autres activités, donne aussi la possibilité à ces gens de parler des choses entre eux, de créer des liens d'amitié qui sont très thérapeutiques. Donc ça, je recommanderais de faire là où il n'y a pas des structures de santé mentale et tout un réseau de référencement. Et voilà. Merci Herman. Je pense que c'est très utile. L'autre chose que je dirais sur un point de vue aussi très très pratique, c'est dans le cadre de vos projets, si vous faites un projet, voilà, il est probable dans certains cas que le projet soit fait dans un cadre où il y a d'autres interventions qui sont en cours, d'autres que ce soit à travers les Nations Unies, à travers des ONG. Et une possibilité, c'est bien sûr à petite échelle, mais c'est aussi dans le cadre spécifique de vos projets, de vous assurer que vous pouvez référer les bénéficiaires ou certains des bénéficiaires à des services qui sont actuellement soutenus par d'autres initiatives, d'autres ONG, dans le cadre de la réponse humanitaire, dans le cadre… Donc, que ce soit effectivement s'il n'y a pas de structure étatique là-dessus ou bien structurée, bien établie, voire à plus petit niveau, si il n'y a pas une ONG, un service de la communauté déjà qui existe et que vous pouvez réunir pour utiliser comme service comme moyen de référencement, comme endroit où référer les gens aussi. Donc c'est à plus petite échelle, mais c'est aussi à garder en tête, outre ce que vient de dire Herman sur les alternatives, un petit peu les safe spaces où vous pouvez référer et à travers lesquels vous pouvez soutenir les gens. Il y avait Emmanuel? Oui. Pardon, c'est Anya. Est-ce que je peux Oui, juste s'il te plaît. ajouter très rapidement? En fait, cette question de systèmes qui n'existaient pas ou qui sont détruits, etc., c'est très pertinent dans toutes les situations d'urgence. Et donc, on a le guide aussi de Interagency Standing Committee, les directives du CPI concernant la santé mentale et le soutien psychosocial dans les situations d'urgence qui couvrent précisément des options de fourniture de services, non, à plusieurs niveaux, qui donnent des principes et aussi des idées de travail dans les mots différents, exactement basés sur les services de base existants différents comme l'éducation, santé, etc. Et le travail au niveau communautaire et au niveau des familles et aussi des dispositifs de soutien ciblés, non spécialisés, etc. Donc, je vais juste ajouter cette guide ici et ça pourra aider pour développer des idées informées pour l'expérience de programmation dans le contexte d'urgence. Merci beaucoup. Très utile, Anya. Merci. Donc, la référence est disponible je pense que les diapos incluent cette référence des directives du IASC. Et si ce n'est pas le cas, on va les rajouter. Cécile veut intervenir. Et Cécile, est-ce que tu peux maintenant parler? Je t'ai mis comme presenter. Super. Je te remercie. Merci beaucoup et merci pour toutes les présentations que j'ai trouvées vraiment très intéressantes. Sur ce dernier point et la question de l'existence ou de l'absence de système de référencement, je voulais juste rappeler qu'il est absolument impératif
de respecter les principes fondamentaux sur l'approche centrée sur les survivantes et survivants dans ce domaine, et qu'en l'absence de services spécialisés, il faut absolument s'efforcer d'éviter tout ce qui peut retraumatiser les survivants. Et il y a des principes, on a les guidelines sur les violences basées sur le genre en situation d'urgence, etc., qui expliquent très bien tous ces principes. Et je veux juste insister en fait sur la dimension do no harm, parce qu'avec cet appel à proposition sur santé mentale et soutien psychosocial, je pense qu'on a la possibilité vraiment de soutenir des interventions intéressantes, mais il faut, surtout dans les systèmes où ces structures sont rares, parfois peut-être décider de vraiment faire autre chose plutôt que de prendre le risque si on n'a pas toute l'offre de services dont on sait que les survivantes idéalement ont besoin, c'est-à-dire vraiment éviter d'ouvrir la porte vers des discussions s'il n'y a pas les services spécialisés pour les accompagner, parce que c'est un des principes fondamentaux de l'approche sur toutes les questions des violences basées sur le genre et notamment les violences sexuelles. Mais par ailleurs, je voulais juste aussi insister sur le fait que pour les jeunes, toutes ces questions-là de santé mentale et psychosociale sont bien sûr particulièrement importantes, aussi bien pour les survivantes de violences sexuelles et basées sur le genre, qui très souvent sont des jeunes femmes, pas uniquement, mais quand même très souvent, avec des risques de traumatisme et d'impact à la fois physique et mental très durables, mais aussi plus généralement l'importance de ce type d'intervention de santé mentale et psychosociale avec des populations jeunes en général, parce qu'elles sont dans des moments c'est jeune, c'est la jeunesse, c'est un moment vraiment de formation identitaire, formation à tous les niveaux, et donc les traumatismes qui sont vécus à ce moment-là, s'ils ne sont pas gérés, peuvent amener à des mécanismes de ce qu'on appelle la résilience négative. Et donc, comment les appuyer pour aller vers une résilience positive. Et comme Ania le rappelait tout à l'heure, dans l'étude Jeunes, Paix et Sécurité, il y a un certain nombre de considérations sur ces questions-là, sur l'impératif de soutenir les jeunes et de les aider à renforcer justement cette résilience. Et je pense que ça peut être une bonne source également de points d'entrée, en tout cas au niveau conceptuel, pour les projets sous le thème santé mentale et psychosociale de cette année. Merci. Merci Cécile, très très utile, effectivement. Et oui, et c'est vrai que souvent dans les propositions, on voit attention pour prévenir le risque de conflit, pour prévenir des choses, enfin dans le sens négatif du terme. Et c'est vrai que d'avoir un point d'entrée ou renforcer justement la résilience positive, c'est aussi quelque chose qui serait tout à fait souhaitable et accepté dans les propositions, donc quelque chose à garder en tête. Merci pour ça. Je vois je vois plusieurs questions qui sont revenues sur le VSBG. Est-ce qu'on peut faire une proposition qui lie le MHPSS et le VSBG? Est-ce qu'on peut proposer un projet sur le VSBG dans les pays où cette situation est préoccupante, même en dehors des conflits? Donc, plusieurs questions là-dessus. Je pense que Anna-Lena a déjà répondu dans le chat que oui, tout à fait, mais le point important pour nous, ça va être de montrer le lien avec la consolidation de la paix. Donc, souvent, quand on reçoit des propositions sur cette thématique et qu'on a une analyse qui dit, voilà, il y a eu beaucoup de violences sexuelles basées sur le genre, il y a beaucoup de traumatismes liés à ça, ça a été prévalent pendant longtemps, c'est prévalent, il faut faire quelque chose en réponse. C'est tout à fait, on comprend tout à fait, mais c'est vrai que pour le fond, ce qu'il nous faut, c'est comprendre le lien entre ça et la consolidation de la paix. Donc, bien penser à rajouter dès l'analyse comment la communauté entière est affectée, comment répondre à ça peut aider la cohésion sociale et renforcer le tissu social, comment ça peut à son tour aider à répondre à d'autres dynamiques de conflit qui auront été identifiées. Comment ça peut aider à renforcer la confiance entre les communautés et l'État. Comment ça peut aider à peut-être
prévenir ou réduire l'appel des jeunes ou l'impact de certains groupes armés ou l'appel des jeunes au recrutement des groupes armés. Comment ça peut réduire d'autres tensions qui sont liées, qui sont différentes, liées à l'accès à la terre, mais qui sont favorisées par ce manque de cohésion sociale. Donc, vraiment, à chaque fois, faire le lien avec la consolidation de la paix, même dans un projet axé sur le VSBG dans le cadre de cet appel. Est-ce qu'il y a d'autres... je regarde dans le chat si d'autres questions sont apparues. On a parlé de la thérapie communautaire qui est importante. Ça me rappelle la notion de plateforme communautaire dont tu as parlé, Anya, tout à l'heure, qui est importante et qui peut être renforcée. Certains des projets peuvent peut-être identifier quelles sont les plateformes communautaires qui existent, mais qui ne sont pas à échelle ou qui ont été fragilisées, et comment ces plateformes-là peuvent être renforcées, en particulier pour l'inclusion des jeunes et des femmes, par exemple. Une question sur dans la pyramide MHPSS, le premier pilier se réfère aux services sociaux de base et de sécurité. Dans quelle mesure l'appel GYPI de cette année soutiendra-t-il cela? Alors, est-ce que la question c'est dans le sens où dans quelle mesure l'appel accepterait des projets qui se concentrent sur la fourniture de services sociaux de base? Si c'est ça, si c'est ça la question, précisez que ça reste un appel sur la consolidation de la paix. Et donc, si on a un projet qui vise à renforcer l'accès aux services sociaux de base, pourquoi pas, mais encore une fois, expliquer pourquoi c'est important et une priorité pour permettre aux populations de voir, par exemple, les dividendes de la paix dans un certain contexte. Ou disons que l'analyse a identifié que l'accès à un service particulier dans un contexte particulier exacerbe les tensions intercommunautaires, crée un risque de violence particulier. Voilà pourquoi le projet aide, entre autres choses, à pallier les carences d'accès à ce service. Donc, encore une fois, toujours rappeler le lien avec la consolidation de la paix, puisque c'est quand même la thématique obligatoire du fonds. Annalena, je ne sais pas, ou d'autres collègues, Cécile, Anya, Herman, si vous voyez d'autres questions auxquelles vous auriez envie de répondre pendant que je regarde encore. Peut-être juste la dernière question posée par Tiena Boré. Si l'appel concerne uniquement les victimes des VBG ou si on peut aussi toucher d'autres groupes vulnérables, absolument. Vous pouvez toucher d'autres groupes, absolument. La chose importante est vraiment de justifier bien votre ciblage. On avait une question plus haut aussi sur si on peut travailler aussi avec les personnes qui ont en fait assisté à la violence conduisant au traumatisme psychologique. Donc, toutes ces questions sur les groupes ciblés, ce qui est important à retenir, c'est vraiment ce que Cécile a vraiment souligné tout à l'heure, c'est l'approche et les principes de do no harm. Donc, pour nous, on est ouvert et comme je l'ai dit, le ciblage va au-delà des victimes des violences sexuelles et basées sur le genre, mais c'est toujours important de vraiment garder ces principes de do no harm. Je ne sais pas si il y a d'autres collègues qui veulent ajouter quelque chose à ça. Oui, il y a d'autres questions entre-temps. Une autre question sur les retournés. Absolument. Les retournés peuvent être considérés comme un groupe ciblé, absolument. Ça, c'est un autre exemple. Et de nouveau, comme on a vraiment souligné, la chose importante est de justifier bien pourquoi on cible un certain groupe et le lien avec la consolidation de la paix et aussi l'importance du ciblage de ce groupe pour les objectifs consolidation de la paix.
Je pense Cécile, elle a levé sa main. Tu veux ajouter quelque chose? Non, pardon, Anna-Léna, je ne sais Ok, pas comment ça c'est s'est fait. une ancienne. Et juste peut-être sur le Do No Harm, et que Cécile et Anna-Léna ont rappelé, effectivement, c'est crucial. Et du coup, ce que je pense de façon très pratique, c'est dans vos propositions, de ne pas oublier sur cette thématique, de ne pas oublier de vraiment articuler. Donc, réfléchissez-y évidemment quand vous choisissez l'intervention, vous choisissez est-ce que c'est vraiment ce qu'il faut faire, est-ce qu'on peut le faire en évitant, en assurant le do no harm, et de l'expliquer, puisque comme c'est quelque chose qu'on va du coup tenir en compte dans les révisions des propositions, de ne pas hésiter à articuler spécifiquement comment vous avez pris en compte le do no harm de la façon la plus complète possible, et ça aidera les propositions, je pense. Juste un conseil très, très pragmatique. Anna-Léna, tu peux reprendre. Oui, on avait aussi une question de préciser si les partenariats incluent des partenariats avec les institutions étatiques. Donc oui, effectivement, la collaboration et les partenariats avec les institutions étatiques sont importants. Après, il y a une question sur le lien entre MHPSS et insertion socio-professionnelle des femmes victimes de FSBG. Je pense que c'est une bonne question et ça revient sous un petit peu le chapeau de quel est le lien avec la consolidation de la paix. Sur cette question spécifiquement, je dirais que ça dépend de l'équilibre. Alors d'abord, il faut que ce soit une proposition qui aide. C'est dans le cadre de la réhabilitation, ça peut faire sens. Si on a une proposition qui identifie bien le lien entre la cohésion sociale, la stabilité de la communauté, la manière dont le FSBG est prévalent ou a été prévalent, il faut y répondre, il faut offrir des possibilités de soutien, de réhabilitation à ces femmes et leurs familles et la communauté sur ce point, oui. La forme de réhabilitation, c'est à la fois un soutien psychologique, à la fois des aides psychosociales et à la fois un aspect d'insertion socio-professionnelle comme faisant partie de ce processus de réhabilitation. Mais on ne veut pas voir, ce sera difficile pour nous d'accepter un projet qui est juste, on fait un projet d'insertion socio-professionnelle des femmes victimes de VSBG, tel quel. Voyez, il faudra à chaque fois bien recadrer, expliquer le lien avec les éléments dont je viens de parler. Et du coup, les interventions doivent montrer un équilibre entre ces interventions. Il ne faut pas que ce soit un projet qui soit 99% réinsertion socio-professionnelle sans les autres aspects dont on vient de parler. Super. Donc, on a eu une autre question sur les institutions étatiques. Exactement. Donc, les partenariats sont encouragés, mais les institutions étatiques ne peuvent pas recevoir des fonds directs dans le cadre de cet appel. Ça, c'est correct. Et une autre question sur les ONG internationales et si les ONG internationales sont considérées comme des organisations de la société civile. Donc, les ONG internationales peuvent postuler et participer dans cet appel, comme vous le savez. On a parlé des 40% alloués à des organisations locales tout à l'heure. Donc, si vous travaillez pour une organisation internationale, la chose importante est vraiment d'entrer dans des partenariats étroits avec des organisations locales. Donc, une organisation internationale qui ne travaille pas avec les organisations locales, ça va être difficile. J'espère que ça clarifie. Oui, je pense pour l'instant. Anna-Léna? Oui.
Est-ce que je peux, c'est Anya de UNICEF toujours. Juste une petite remarque peut-être que peut être intéressante pour la question de ciblage. Dans des études, notamment sur ces services de santé mentale et bien-être psychosocial, on a remarqué que parfois il y a des groupes qui sont prioritisés, et notamment les enfants, les femmes et les groupes qui ne sont pas prioritisés. Donc, dans l'analyse pour les projets, ça sera intéressant aussi comprendre bien le choix de le ciblage dans le contexte particulier, parce que vraiment, il y a des observations qui sont faites à niveau mondial, non? Quand on regarde à ce programme, mais dans chaque pays, la situation est différente. Donc, peut-être cette question de le ciblage inclusif et inclure les groupes qui sont normalement peut-être ne pas inclus peut être intéressant. Et au niveau de la question de fourniture de services sociaux de base et la pyramide, je crois que là, c'est la question de cette fourniture de services sociaux de base, c'est vraiment fondamental, mais c'est très, très large, n'est-ce pas? Donc, la programmation de GYPI demande certains types de collaboration, non, collaboration financière avec les organisations de jeunes, etc. Donc, naturellement, il y a quelques types de programmation comme appui de système, par exemple, d'éducation, de santé, et qu'on ne peut pas vraiment complètement faire avec cette proposition-là. Donc, peut-être c'est intéressant de regarder comment les programmes plus larges sur la fourniture de services sociaux de base peuvent être connectés ou quelque chose qu'on peut amener avec cette approche de GYPI et complémentaire à les programmes à plus long terme de fourniture de services sociaux de base. Merci, Anya. Une autre question de Oumama sur, sur l'idée d'élaborer des plans d'aménagement avec la mise en place des espaces spécifiques pour les familles, les enfants et les jeunes dans des contextes ou dans des quartiers qui sont pas desservis par les services étatiques. C'est un élément intéressant. Je pense les safe spaces, les espaces secures, c'est un élément qu'on a vu dans des projets apparemment. Donc oui, absolument, c'est un élément que vous pouvez intégrer dans votre projet. Oui. Il faut vraiment démontrer pourquoi une telle intervention contribue à votre objectif plus large dans le contexte de consolidation de la paix. Oui, tout à fait. Et pour compléter ce qu'Anna-Lena vient de dire, pour moi, de ce que j'ai vu des projets comme ça aussi, donc démontrer le lien avec la consolidation de la paix, quel est l'objectif de consolidation de la paix plus large, mais aussi parler de durabilité, parce que souvent, ces interventions, donc sur un projet de 12-18 mois qui va aider à mettre en place un safe space, il y a la vraie question de qu'est-ce qui se passe une fois que ces 12 ou 18 mois sont complétés, comment ça va être maintenu, parce qu'il ne faut pas offrir des solutions et ensuite les retirer brutalement des communautés, c'est une question do no harm aussi. Donc voilà pour compléter un petit peu. Si je peux ajouter quelque chose là. Oui, volontiers. Ah, merci. Je voulais juste encore réitérer que les interventions sur la santé mentale et le soutien psychosocial adressent des obstacles à la participation, soit des jeunes, soit des femmes, au processus de construction de la paix. Donc, je crois, c'est très pertinent. Aussi, je voudrais revenir sur le point de ma présentation. Et ça enlève aussi des obstacles pour la participation au processus de justice transitionnelle. Et la justice transitionnelle, donc la recherche de la vérité et la justice même, est une partie de la construction de la paix. Donc, je crois que c'est très pertinent et le lien, je crois que c'est assez clair. Aussi,
encore, il faut prendre en compte que même le rôle de leader des femmes, des jeunes, en tant que consolidatrices de la paix, ça a des risques de santé mentale et c'est un travail difficile. Il y a beaucoup de travail, beaucoup de risques associés. Donc, de gérer les risques de santé mentale associés à ça, c'est très important aussi. Et il y a, je crois, un lien très clair entre la consolidation de la paix et ces services de santé mentale pour aussi les survivants des violences sexuelles et basées sur le genre. Merci. Merci Herman. Il nous reste 2 minutes à peu près pour conclure cette session. Donc, on va avoir le temps de regarder peut-être une ou deux dernières questions. Je vois les mains levées de Cécile, Anya et Herman. Sachez que je ne sais pas si c'est d'anciennes ou de nouvelles, mais n'hésitez pas à intervenir. Ancienne, désolé. Ah, pas de problème. Et donc, je Ancienne regarde. aussi. Oui, j'ai pas ma main levée, Emmanuel. Ah, plus. Non, mais je crois qu'il y a un bug avec le Effectivement. système parce que j'ai pas levé ma main. Alors, peut-être une dernière question. Donc, Anna-Léna Lard vient de répondre à André. Il y avait une question sur des expériences axées sur la mise en œuvre des projets FSBG en situation de conflit ayant eu un impact sur le long terme à partager. Alors, oui, j'ai envie de dire que voir certains des exemples programmatiques qui ont été mis dans les diapos, et dans certains cas, quand les projets sont terminés, il y a des évaluations et on peut déjà commencer à parler de l'impact sur le long terme. Quand je parlais de la durabilité de projet tout à l'heure, c'était avant l'impact, c'était tout simplement comment, voilà, des services qui sont quand même censés, des services sociaux qui sont censés être quand même sur le long terme et dans la durée, il faut réfléchir à comment, si on les commence, on va pouvoir les maintenir. Mais en termes d'impact, les évaluations projet PBF sont toutes disponibles sur le site du MPTFO et peuvent être consultées régulièrement. Et souvent, c'est là qu'on peut commencer à voir des idées sur l'impact des projets. On en parle aussi parfois dans nos rapports, dans le rapport du secrétaire général sur le peace building, le rapport annuel. On parle de l'impact, on highlight, on donne les impacts principaux qu'on peut relever pour cette année. Donc voilà pour cette question. Et je crois que peut-être qu'on va terminer là-dessus, à moins qu'il y ait encore une question vraiment brûlante, mais on va terminer là-dessus. Sachez que, encore une fois, je rappelle que beaucoup de ressources sont sur notre site, d'anciens webinaires enregistrés, d'anciennes diapositives. On est joignable dans tous les pays, donc tous ces pays éligibles ont un secrétariat PBF, en tout cas la plupart ont un secrétariat ou un point focal. N'hésitez pas à les contacter si vous avez des questions et on essaiera d'y répondre ensemble. Je voulais du coup remercier les présentateurs et les personnes ressources d'avoir participé, Anya, Cécile, Herman et ma collègue Anna-Léna, d'avoir participé à cette présentation. Merci à vous tous d'être venus pour ce webinaire. J'espère que ça a été utile et on a hâte de recevoir vos propositions parce que c'est aussi une thématique qui est sinon nouvelle, en tout cas qu'on essaye de renouveler avec un angle un peu plus structuré de rapport en tout cas pour le fond, en ce qui concerne le fond pour la consolidation de la paix, avec un angle renforcé là-dessus. Donc, on a hâte de voir vos propositions et merci à tous et bonne fin de journée ou de soirée à vous tous. Merci et au revoir. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.